Le jour de mon mariage, mon père a escorté ma sœur à l'hôtel pour la consoler d'une rupture. Laissé seul, j'ai vu un autre homme s'avancer pour m'offrir son bras. En le reconnaissant, mon père a blêmi de stupeur et la salle s'est tue. Je m'appelle Victorine Duval. J'ai 31 ans. Et le jour de mon mariage, je me suis avancé seul dans l'allée. Pas parce que je l'avais choisi, mais parce que mon père avait choisi ma sœur à ma place. Il l'a fait juste devant moi. La marche nuptiale avait déjà commencé. Chloé se tenait à l'entrée, son bras passé dans le sien. Sa tête légèrement inclinée, comme elle le faisait quand elle voulait paraître fragile. Ma mère m'a retenu le poignet avant que je ne puisse bouger. Sa prise était plus forte que ce à quoi je m'attendais. Elle traverse une rupture, a-t-elle chuchoté. Ne rend pas les choses plus difficiles. Je suis resté là, seul dans l'embrasure d'une porte dans ma robe, tenant un bouquet de pivoine blanche qui commençait à me sembler plus lourd à chaque seconde. Puis un homme s'est avancé du bord du couloir. Je ne l'ai pas reconnu. Il m'a tendu le bras sans un mot. Silencieusement, doucement, comme s'il avait répété cela pendant des années. Quand mon père s'est détourné de l'allée et a vu qui c'était, tout le sang a quitté son visage. La salle de bal derrière lui est devenue silencieuse. Puis elle ne l'est plus. J'adore savoir d'où vous écoutez dans le monde. Je suis Victorine. Voici l'histoire de l'homme que mon père a passé 24 ans à essayer d'effacer et ce qui s'est passé le jour où il est revenu. Revenons au début, à un tribunal au printemps 2002 et au mensonge qui a tout déclenché. Je veux être précise sur le genre de famille que nous étions, ou plutôt sur le genre de famille que nous semblions être de l'extérieur. Nous avions une maison de 4 chambres dans une banlieue tranquille de Lyon. Armand avait un poste dont le titre semblait important quand il le prononçait lors des dîners. Ma mère organisait tout, les fêtes, les gâteaux d'anniversaire, les horaires scolaires avec une précision qui ne laissait aucune place à l'imprévu, y compris les sentiments. Armand Duval n'était pas mon père biologique. J'ai su ce fait toute ma vie. Ce que je ne savais pas, ce que je n'étais pas autorisé à savoir, c'était quoi que ce soit de réel sur l'homme qu'il était. En grandissant, l'histoire qu'on m'a racontée était simple. Mon père biologique, dont le nom ne m'a été dit qu'une seule fois et plus jamais, était parti avant mes 2 ans. Il avait un problème avec l'alcool. Il avait été instable. Les tribunaux avaient convenu qu'il était inapte, et il avait renoncé à ses droits sans se battre. C'était la version propre, finale, livrée avec le genre de calme qui décourage les questions de suivi. J'avais 5 ans quand Patricia a épousé Armand. J'avais 7 ans quand il m'a légalement adopté. Je ne me souviens pas qu'on m'ait demandé ce que j'en pensais. Je me souviens qu'on m'a dit de dire merci. Chloé est arrivée quand j'avais 8 ans. C'était le bébé et elle est entrée dans la famille comme certains enfants le font, comme une réinitialisation douce pour tous les autres. Armand souriait davantage. Patricia riait davantage. Et moi, sans le comprendre pleinement à l'époque, j'ai commencé à comprendre que ma fonction dans la famille était différente de celle de Chloé. Chloé était aimée. J'étais géré. Je ne dis pas cela avec amertume. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver le mot juste pour cela, mais c'était ça. J'étais géré. Apprécié quand j'accomplissais quelque chose. Ignoré quand j'avais besoin de quelque chose et redirigé chaque fois que je m'approchais trop d'une question qui mettait les adultes de la pièce mal à l'aise. Je suis parti pour l'école d'infirmière à 18 ans et je n'ai jamais réemménagé. Ce n'est pas dramatique. Ce n'était même pas une décision à laquelle j'ai dû beaucoup réfléchir. C'était simplement évident, comme certaines choses sont évidentes une fois que vous avez été dehors assez longtemps pour voir la forme de ce que vous avez laissé. J'ai construit une vie à Marseille. Je suis devenu infirmière en soins intensifs. J'étais doué pour ça. Le genre de talent qui vient d'avoir appris très tôt à lire une pièce, à rester calme quand tout s'écroule autour de vous. Comment tenir la main de quelqu'un sans que cela tourne autour de vous? Les mots m'ont beaucoup appris, mais honnêtement, j'avais appris la majeure partie avant même de mettre les pieds dans un hôpital. Je rentrais à la maison pour Noël quand je pouvais. J'appelais pour les anniversaires. J'envoyais des cartes. Je maintenais ce que ma mère appelait un lien et ce que je considérais en privé comme une distance prudente. Assez de proximité pour maintenir la paix, pas assez pour être submergé. Puis j'ai rencontré Benoît. Benoît Mercier est entré dans ma vie à un moment où j'avais sincèrement cessé d'attendre quelqu'un. Il était avocat commis d'office,
patient d'une manière qui semblait presque têtue, curieux de tout, et complètement incapable de quitter une pièce sans vérifier que tout le monde allait bien. Il me faisait rire. Plus important encore, il me donnait l'impression de ne pas avoir à faire semblant d'aller bien. Nous étions ensemble depuis 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage. Il l'a fait à la maison, dans notre cuisine, un dimanche matin, sans public et sans cérémonie. Juste lui et une bague et cette qualité particulière de silence qui signifie que quelqu'un ne s'en ira pas. J'ai dit oui immédiatement. La planification du mariage, c'est là que les choses ont commencé à se fissurer lentement. Ma mère était impatiente de s'impliquer. Armand a proposé de payer la salle, ce qui a semblé généreux jusqu'à ce que je réalise que cela signifiait qu'il s'attendait à être consulté sur chaque décision. Chloé a supposé qu'elle serait demoiselle d'honneur, puis demoiselle d'honneur avec certains privilèges, puis effectivement coplanificatrice. J'ai accepté plus que je n'aurais dû, comme on le fait quand on a passé toute sa vie à calculer le coût de la paix et à décider que ça en vaut généralement la peine. J'avais une demande. Une seule. J'ai demandé à Armand s'il voulait bien m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Il a dit oui. Sans hésitation, sans condition. Nous étions dans sa cuisine et il avait un verre de cognac à la main et il l'a dit sans manquer un battement. Et il a ressemblé à ce moment-là au père que j'avais passé 31 ans à essayer de croire que j'avais. J'ai construit toute la cérémonie autour de ce oui. Les fleurs, la musique d'entrée, le moment de l'entrée, tout était arrangé autour de l'image de mon père marchant à mes côtés. Quels que soient les sentiments compliqués que j'avais à son égard, quels que soient les calculs prudents que j'avais faits au fil des ans pour maintenir notre relation fonctionnelle, je voulais cette image. Je pense que la plupart des filles le font, peu importe ce qu'elles savent. Benoît connaissait mon histoire mieux que quiconque. Il connaissait Armand, l'adoption, la version de mon père biologique avec laquelle j'avais grandi. Il écoutait comme il le faisait toujours, sans corriger, sans combler le silence. Mais parfois, dans les semaines précédant le mariage, il avait une expression sur le visage quand nous parlions de ma famille. Je la remarquais et lui demandais ce qui n'allait pas. Il disait, rien. Je t'aime, c'est tout. Je laissais passer à chaque fois. J'avais assez à gérer. Je ne savais pas alors ce qu'il portait. Je ne le saurais pas avant que les portes de cette salle de bal ne s'ouvrent. Voici ce qu'on m'a dit à propos de Théo Leclerc. On m'a dit son nom exactement une fois, par accident. J'avais 9 ans, je fouillais dans une boîte dans le placard du couloir à la recherche d'une paire de ciseaux. Au lieu de cela, j'ai trouvé une enveloppe Kraft avec une adresse d'expéditeur qui ne signifiait rien pour moi, adressée à ma mère avec une écriture que je ne reconnaissais pas. Armand est arrivé au coin et l'a prise de mes mains d'un mouvement fluide. Il n'a pas crié. Il m'a juste regardé et a dit, ce n'est pas pour toi. Et puis il l'a rangé quelque part que je n'ai jamais trouvé. Cette nuit-là, j'ai demandé à ma mère qui était Théo Leclerc. Elle a dit que c'était personne. Elle l'a dit comme on dit un mot auquel on ne veut pas donner de poids. Quand j'avais 14 ans, j'ai essayé de demander à nouveau. J'avais suffisamment appris sur le fonctionnement et le non-fonctionnement des familles pour me sentir en droit d'avoir quelque chose de réel. Ma mère s'est assise en face de moi à la table de la cuisine et a dit que mon père biologique avait été un homme difficile. Qu'il avait fait des choix, que les tribunaux avaient tout examiné et pris une décision dans mon meilleur intérêt. Que Armand était mon père maintenant et l'était depuis mes 7 ans. Et que c'était ce qui comptait. Elle n'était pas cruelle à ce sujet. Elle était juste fermée. Complètement et entièrement fermée. Comme quelqu'un l'est quand il a pratiqué la fermeture pendant des années. J'ai arrêté de demander. Je me suis dit que l'histoire était probablement vraie. Je travaillais en soins intensifs. J'avais vu plus d'une fois ce que l'alcool et l'instabilité pouvaient faire à une famille. Je n'avais pas besoin de détails spécifiques pour croire à la forme générale. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que la forme m'avait été donnée exprès. Les détails avaient été supprimés non pas parce qu'ils étaient douloureux, mais parce qu'ils étaient contradictoires. Voici ce qui s'est réellement passé. Je l'ai appris par fragments beaucoup plus tard, et je le raconterai de la manière dont je l'ai reçu, car c'est le seul ordre qui ait un sens. Théo Leclerc et ma mère se sont rencontrés au début des années 90. Ils sont restés ensemble pendant 3 ans. Ils étaient heureux. Le genre de bonheur qui ne fait pas de bonnes histoires parce que rien ne tourne mal. Patricia m'a dit depuis qu'elle l'aimait. Elle l'a dit simplement et sans s'excuser, ce qui est la chose la plus honnête que je l'ai jamais vue être sur quoi que ce soit.
Je suis né en 1994. Théo était là. Il était présent physiquement, constamment, apparemment joyeusement. Ils n'étaient pas mariés, mais ils étaient une famille. Ils avaient un appartement d'une chambre et un plan pour en avoir un plus grand. Il a construit mon lit de bébé lui-même à partir d'un kit en carton plat qu'il avait acheté dans une quincaillerie et a passé un week-end entier à l'assembler. Je n'ai rien su de tout cela avant d'avoir 31 ans. Ils se sont séparés quand j'avais presque 2 ans. Les séparations avec de jeunes enfants sont rarement propres, mais de la vie de tous, Théo est resté une présence constante. Il me prenait les week-ends. Il traversait la ville pour venir me chercher tous les vendredis après-midi sans faute. Il envoyait une pension alimentaire avant d'y être légalement obligé. Il essayait, par toutes les mesures qui existent pour de telles choses. Puis Armand est apparu. Armand était charmant quand il le voulait. Ma mère l'a dit aussi, sans tout à fait comprendre qu'elle le disait. Elle avait 27 ans et était seule d'une manière que la présence d'un tout petit ne corrige pas. Et Armand était attentif et parlait de l'avenir avec le genre de certitude qu'elle n'avait pas eu depuis un moment. Elle est tombée amoureuse. Cette partie, je la crois. Ce que je ne peux plus croire, c'est qu'elle ait pleinement compris ce qu'Armand allait faire ensuite. Quand j'avais 6 ans, Armand a commencé les démarches pour obtenir la garde légale complète en mon nom. Les motifs invoqués étaient que Théo était un parent inapte. Les preuves présentées comprenaient le témoignage de 2 témoins qui le décrivaient comme erratique, dépendant à l'alcool et occasionnellement menaçant. Ces témoins mentaient. Je ne l'ai pas su pendant 25 ans. Mais les affidavits existaient, et le juge les a lus. Et Théo, qui ne pouvait pas se permettre l'avocat qu'Armand avait engagé, était assis dans cette salle d'audience avec un défenseur public qui avait 17 autres affaires et regardait le portrait de lui-même être peint à tort et ne pouvait pas l'arrêter. Il a perdu la garde. Il a perdu les droits de visite. Il a perdu, après la demande ultérieure d'Armand, même ses droits parentaux, révoqués par une procédure de résiliation fondée sur le même dossier fabriqué. Il a été effacé légalement, officiellement, complètement. Il m'a dit plus tard qu'il était resté longtemps devant le palais de justice après la fin de l'audience. Il renifle. Il ne savait pas où aller. Il avait un camion, un emploi de menuisier pour un entrepreneur dans l'Est, et un appartement d'une chambre qui avait encore un dessin que j'avais fait sur le réfrigérateur, tenu par un aimant qui disait « Paris est pour les amoureux », qu'il avait acheté dans une station-service parce que ça me faisait rire. Il est rentré chez lui. Il racle sa gorge. Il a gardé le dessin. Il a tout gardé. Il n'a jamais cessé de me chercher. Il a engagé un détective en 2009 qui a trouvé une adresse et a envoyé une lettre. La lettre a été interceptée. Je le sais maintenant et je ne l'ai jamais vue. Il a écrit quand même pendant des années. Des lettres qui allaient ailleurs ou nulle part. Il en a gardé des copies dans une boîte à chaussures. Quand ma mère me l'a raconté, assise en face de moi à ma table de cuisine 8 mois avant mon mariage, elle pleurait. Pas de façon dramatique, juste régulièrement. La façon dont les gens pleurent quand ils ont tenu quelque chose si longtemps que le poids est devenu une partie d'eux. Elle a dit, j'ai découvert ce que les témoins avaient fait en 2006. Armand me l'a dit lui-même. Il pensait que ça me rassurerait. Il pensait que je verrais ça comme lui nous protégeant. Elle a marqué une pause. J'ai vécu avec ça pendant 20 ans. Je n'ai rien dit. Je suis resté très immobile. Je suis désolé, Victorine, a-t-elle dit. Je sais que ce n'est pas suffisant. Elle avait raison. Ce n'était pas suffisant. Mais c'était la première chose vraie qu'elle m'ait dite à ce sujet de toute ma vie. Et cela a changé tout ce qui a suivi. Si l'on vous a déjà raconté une histoire sur vous-même que quelqu'un d'autre a construite autour de vous sans votre connaissance, sans votre consentement, laissez un commentaire ci-dessous. Je veux savoir comment vous l'avez découvert et si vous avez déjà pu vous en défaire. Le fait de grandir dans une maison avec un secret développe une sensibilité très particulière. Non pas au secret lui-même, vous ne le connaissez pas, mais à l'architecture qui l'entoure, à la façon dont certaines questions sont redirigées. La façon dont certains noms ne sont pas prononcés. Cette qualité particulière de silence quand vous vous êtes trop approché de quelque chose de réel. J'étais une enfant prudente à cause de cela. Une adolescente prudente. Une adulte prudente. J'ai appris à observer les pièces avant d'y entrer. J'ai appris à lire la différence entre un silence reposant et un silence lourd.
Ces compétences ont fait de moi une très bonne infirmière en soins intensifs et une personne quelque peu difficile à approcher. Benoît s'est rapproché quand même. Je lui ai raconté tout ce que je savais, qui était la version éditée, le récit approuvé par la famille. Père biologique difficile, adoption. Armand, qui allait bien comme les maisons froides vont bien. Elle garde la pluie à l'extérieur. Benoît écoutait sans m'interrompre. Puis il a posé une question. Tu te demandes parfois si l'histoire est vraie? J'ai dit que je m'étais posé la question quand j'étais plus jeune. Puis j'ai dit que j'avais arrêté de me poser la question parce qu'il n'y avait aucun moyen de vérifier. Il n'a pas insisté. C'était l'une des choses à propos de Benoît. Il savait quand rester à côté de quelque chose et quand le laisser être. Nous nous sommes fiancés un dimanche matin dans notre cuisine. Il m'a demandé en mariage avec la bague de sa grand-mère, une simple améthyste ovale dans un serti en or uni, et j'ai dit oui avant qu'il n'ait fini sa phrase. Nous sommes restés dans la cuisine un moment après, juste enlacés, sans beaucoup parler. C'était comme arriver quelque part après un très long voyage. La planification du mariage a bien commencé. Puis ma mère s'est impliquée, et Armand s'est impliqué, et Chloé s'est impliquée, et quelque part vers la 3e semaine de discussion sur les centres de table, j'ai compris pourquoi certaines personnes s'enfuient pour se marier. L'implication d'Armand était la plus compliquée. Il a proposé de payer la salle que j'ai acceptée en partie par habitude, en partie parce que la salle que nous voulions était plus que ce que nous pouvions nous permettre confortablement seuls. Il renifle. Il était courtois en public. En privé, il l'utilisait comme il utilisait la plupart des choses, comme une monnaie d'échange. Il avait des opinions sur la liste des invités. Il avait des opinions sur le plan de table. Il voulait que certains collègues soient invités, que certains cousins soient placés à certaines tables. J'ai acquiescé et j'ai accepté la plupart de ces demandes parce que j'étais trop fatigué pour évaluer le coût exact de chaque petite bataille. Mais je renifle. J'ai tenu à la seule chose qui m'importait. Je lui ai demandé de m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Il a dit oui sans hésitation. Et il a ressemblé à ce moment-là au père que j'avais passé 31 ans à essayer de croire que j'avais. Je suis rentré à la maison et j'ai raconté à Benoît. Il est resté silencieux un instant. Puis il a dit qu'il était content. Il avait de nouveau cette expression sur le visage, celle que je voyais de plus en plus fréquemment dans les mois précédant le mariage. Une qualité de calme attentif, comme quelqu'un qui équilibre quelque chose qu'il ne veut pas renverser. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il a dit rien. Il a dit qu'il m'aimait. Il m'a embrassé sur le front et est allé préparer le dîner. Et j'ai laissé tomber parce que c'est ce que je faisais. Et parce que j'avais appris il y a longtemps que les espaces entre Benoît et moi n'étaient pas toujours les miens à combler. Les mois qui ont suivi ont été remplis de logistique et de petites joies, essayage de robes, dégustation de menus, le plaisir particulier de choisir les couleurs de serviettes avec quelqu'un que l'on aime vraiment. Diane, ma plus vieille amie et demoiselle d'honneur, une femme constitutionnellement incapable de prendre quoi que ce soit trop au sérieux trop longtemps, a allégé le processus plus qu'il n'aurait dû l'être, et je lui étais reconnaissante d'une manière que je n'ai pas entièrement exprimée. Je n'ai pas parlé à Diane de la confession de ma mère. Cela me semblait trop vaste pour une conversation décontractée et trop irrésolue pour une conversation sérieuse. Je continuais à y réfléchir, à le retourner dans ma tête, incertaine de sa forme. Ma mère appelait régulièrement pendant ces mois. Nous parlions du mariage. Nous parlions du dîner de répétition. Nous tournions autour de tout ce que nous avions dit dans ma cuisine cet après-midi-là. Le nom de Théo Leclerc n'est plus jamais revenu. Pas une seule fois dans aucun de ses appels. J'ai supposé qu'elle ne l'avait pas contacté, ou qu'il avait refusé, ou que toute cette affaire était suspendue dans cet état indéfini. Reconnu entre nous mais sans suite. 6 semaines avant le mariage, Benoît est rentré du travail et a été différent pour le reste de la soirée. Pas exactement contrarié, plutôt comme quelqu'un à qui on a remis quelque chose et qui décide soigneusement où le poser. Je l'ai observé à travers la table du dîner et j'ai laissé tomber. Je ne savais pas qu'il avait rencontré Théo Leclerc cet après-midi-là. Je ne le saurais pas avant l'embrasure de la porte. Il y a une sorte de crainte particulière qui s'installe la semaine précédant un mariage. Non pas à propos de la personne que l'on épouse. Cette partie était simple et claire pour moi, d'une manière que presque rien d'autre dans ma vie n'avait jamais été. C'est à propos de tout le monde. C'est à propos de rassembler toutes vos personnes compliquées dans une seule pièce et d'espérer que les coutures tiendront.
Le dîner de répétition a eu lieu un jeudi. Armand a porté un toast. C'était poli et chaleureux et ça a frappé toutes les notes. À quel point il était fier, à quel point il avait toujours vu en moi. À quel point il était heureux de gagner un fils en Benoît. La table a applaudi. J'ai souri. En face de moi, Benoît tenait son verre de vin et souriait aussi. Et j'ai vu sa mâchoire faire une petite chose qu'elle faisait quand il s'efforçait de garder son expression immobile. Je lui ai demandé cette nuit-là, de retour à l'hôtel, ce qui se passait avec lui. Je veux juste que demain soit parfait pour toi, a-t-il dit. Benoît. Il renifle. Il m'a regardé longuement. Puis il a dit, il y a des choses en mouvement qui, je pense, vont bien se passer. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Je l'ai regardé fixement. C'est la phrase la moins rassurante que tu aies jamais prononcée. Il a presque souri. Je sais. Je suis désolé. Fais-moi juste confiance, d'accord? J'ai dit d'accord parce que je lui faisais confiance, mais je n'ai pas bien dormi. Ma mère, ces derniers jours, faisait quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Elle était présente à tout. Essayage, répétition, préparatif du matin, mais elle avait une qualité d'observation que je ne lui connaissais pas. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Elle n'arrêtait pas de regarder vers les portes. Elle m'a apporté du thé ce matin-là sans qu'on le lui demande et m'a tenu les mains un instant de plus que nécessaire en me tendant la tasse. « Tu es magnifique », a-t-elle dit. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien », a-t-elle dit. « Je t'aime, c'est tout. » Elle est retournée s'occuper du voile et j'ai laissé tomber parce que j'avais un mariage dans 4h17 autre chose qui demandait mon attention. Ce que je ne savais pas, ce que je ne saurais que des semaines plus tard quand ma mère m'a assise et m'a raconté la séquence complète, c'est qu'elle avait été en contact avec Théo depuis octobre. Elle lui avait parlé du mariage en février. Elle lui avait donné le lieu, la date, l'heure. Elle lui avait demandé soigneusement s'il voulait venir. Il avait dit oui immédiatement sans hésitation. Il ne me l'avait pas dit. Ma mère avait pris cette décision délibérément et elle a expliqué son raisonnement depuis et je ne suis toujours pas entièrement sûr d'être d'accord avec elle. Elle a dit qu'elle ne savait pas si je l'autoriserais et elle avait peur que si je disais non, je le regretterais plus tard. Elle a dit qu'elle m'avait regardé passer toute ma vie à me protéger des choses qui faisaient mal et elle savait par expérience que certaines protections ne sont que de la distance portant un nom différent. Elle avait probablement raison. J'aurais probablement dit non, et elle avait probablement raison que je l'aurais regretté. Cela ne résout pas entièrement le problème, mais c'est là où nous en sommes. Ce qu'elle ne savait pas non plus, ce qu'on ne lui avait même pas dit, c'est que Théo avait contacté Benoît directement. Il avait trouvé l'adresse email professionnelle de Benoît via le site web du bureau du défenseur public un mardi de mars. Il avait écrit un message court et prudent expliquant qui il était. Il avait dit qu'il ne demandait rien, sauf de savoir que Victorine était en sécurité et heureuse. Il avait dit qu'il comprendrait parfaitement si Benoît lui disait de ne pas venir. Benoît avait répondu dans l'heure. Ils s'étaient rencontrés pour un café la semaine suivante. Théo n'avait rien apporté avec lui, sauf une petite photographie. Moi à 4 ans, assise dans ce qu'il a décrit comme la chaise haute la plus instable du monde, portant un bavoir qui disait « Né pour être sauvage ». Il l'a posé sur la table entre eux. Il n'a pas fait de discours. Il a simplement dit qu'il me cherchait depuis longtemps et qu'il était reconnaissant de savoir que j'avais quelqu'un de bien. Benoît me l'a raconté 6 semaines plus tard, après le mariage. Il a dit « J'ai regardé cette photographie et j'ai su qu'il disait la vérité sur tout. Je pouvais le voir à la façon dont il la tenait. Donc Benoît savait, ma mère savait, Théo savait, et moi, la mariée. Je ne savais rien, sauf que je voulais des pivoines blanches et un quatuor à cordes et que mon père m'accompagne jusqu'à l'autel. Théo n'avait pas l'intention de s'immiscer dans la cérémonie. Ce n'était jamais le plan. Il allait s'asseoir au fond, regarder de loin, et cela aurait suffi. C'est ce qu'il a dit à Benoît. C'est ce qu'il a dit à ma mère. Ce qu'aucun d'eux n'avait prévu, c'était Armand. Et je suppose qu'après 24 ans, aucun d'eux n'aurait dû être surpris qu'Armand trouve un moyen de changer le plan. Je veux vous raconter ce que Benoît a découvert parce que c'est important. Il ne l'a pas cherché. Pas au début. Pas de manière ciblée. Mais le droit de la famille est un petit monde et certains schémas se répètent. On voit les mêmes tactiques utilisées de la même manière,
les mêmes points de pression exploités par les mêmes types de personnes. Quand on en a vu suffisamment, on développe une reconnaissance. Benoît avait traité une affaire en 2022. Pas la mienne, pas celle de Théo, mais une modification de garde pour un client dans le nord de la France où l'avocat adverse avait cité un précédent d'une procédure de résiliation dans le département du Rhône en 2002. Il a retiré l'affaire, l'a lu, a noté le juge-président, l'avocat au dossier, la structure du témoignage. Il n'a pas reconnu les noms. Il a juste noté que cela semblait mince, inhabituellement mince pour une résiliation involontaire. Il l'a classé, et passé à autre chose. Puis il m'a rencontré. Il n'a pas fait le lien immédiatement. Je lui ai dit que mon père s'appelait Armand Duval, que nous étions de Lyon, que j'avais été adopté à 7 ans, qu'il était avocat commis d'office et que j'étais infirmière, et que nous étions deux personnes qui tombaient amoureuses, et il n'analysait pas mon histoire familiale comme un dossier. Il écoutait simplement, mais le nom est resté quelque part en lui. À l'automne 2025, 3 mois après que je lui ai enfin avoué la confession de ma mère, il a de nouveau examiné l'affaire du Rhône et l'a lu plus attentivement. Il a examiné les témoins. Il a examiné l'avocat au dossier, un homme nommé Paul Girard, depuis à la retraite. Il a passé 2 appels téléphoniques. Le premier à un collègue qui avait été greffier pour un juge du département au début des années 2000. Il a demandé à propos de Girard, si quelque chose dans son travail avait jamais semblé inhabituel. Son collègue a dit que Girard avait été l'avocat personnel d'Armand Duval pendant environ 15 ans, qu'il s'occupait de tout. Personne n'avait jamais pu le prouver, mais il y avait toujours des questions sur le dossier de garde de 2002. Le deuxième appel était à une organisation d'aide juridique à Bordeaux qui se spécialisait dans les affaires de garde annulées. Il renifle. Il a demandé si quelqu'un là-bas avait déjà entendu parler de Théo Leclerc. La femme qui a répondu a marqué une pause avant de parler. Elle a dit, Théo Leclerc essaie de faire réexaminer ce dossier depuis 20 ans. Nous l'avons aidé à déposer une requête en 2014. Cela n'a abouti à rien. Les témoins n'ont pas pu être localisés. Benoît a dit, de quoi auriez-vous besoin pour le rouvrir? Elle a dit, honnêtement, l'un des témoins ou des documents prouvant que le témoignage était coordonné. Il l'a remercié et a raccroché et est resté assis dans son bureau pendant longtemps. Il ne m'a rien dit de tout cela. Je lui ai demandé pourquoi, et il m'a donné plusieurs réponses qui sont toutes partiellement vraies. Il ne voulait pas me donner de faux espoirs avant de savoir que l'affaire était viable. Il ne voulait pas introduire le chaos dans une période déjà logistiquement accablante. Et c'est la réponse qu'il a donnée en dernier et le plus silencieusement. Il n'était pas sûr de la façon dont je le gérerais. Et il essayait de me protéger de la chose dont j'avais le plus besoin de ne plus être protégé. Je lui ai dit que je comprenais. Je le fais en grande partie. Il a retrouvé l'un des témoins en décembre 2025. L'homme avait déménagé en Provence, avait 72 ans, et, à l'entendre, portait la culpabilité depuis très longtemps sans pouvoir s'en défaire. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de persuasion. Il a dit qu'on lui avait payé 3 000 € pour donner ce témoignage en 2002. Il a dit qu'il ne s'était jamais senti bien à ce sujet. Il écrirait un affidavit sous serment si cela pouvait aider. Benoît a déposé l'affidavit auprès du tribunal de la famille en janvier 2026, 3 mois avant notre mariage. L'affaire était toujours en cours. Ces choses avancent lentement, mais le dossier a été officiellement, légalement fissuré pour la première fois en 24 ans. Théo savait. Benoît l'avait appelé. Je ne savais pas. Personne ne m'avait appelé. J'ai depuis parlé longuement avec Théo. C'est un homme calme, du genre de calme qui n'est pas absence, mais présence. Il occupe une pièce comme un bon meuble, solidement et sans exiger d'attention. Il m'a raconté les années de recherche par fragments, comme on raconte les choses quand on a vécu avec elle assez longtemps pour qu'elles aient perdu leurs aspérités. Le détective privé en 2009 qui a retrouvé une adresse de réexpédition et envoyé une carte qui a été retournée. Les dossiers scolaires, les recherches LinkedIn, les 2 voyages distincts à Lyon, espacés de plusieurs années, où il s'est assis devant une maison qu'il pensait être la nôtre, puis est rentré chez lui parce qu'il ne pouvait pas se résoudre à frapper à une porte et risquer de me faire plus de mal. Je ne savais pas ce qu'on t'avait dit de moi, a-t-il dit. Je ne savais pas si tu me détestais. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui était le mieux pour toi, et je n'ai jamais pu en être sûr. Il a cessé d'essayer les canaux officiels en 2016 lorsque la dernière pétition a été rejetée. Après cela, il a simplement continué. Il travaillait.
Il construisait des choses de ses mains. Il gardait une photographie de moi sur son réfrigérateur avec le même aimant qui avait toujours été là. Paris est pour les amoureux. Et il n'a pas oublié. Et il n'a pas cessé d'espérer. Quand le numéro de ma mère est apparu sur son téléphone en octobre 2025, il n'a pas répondu la première fois parce qu'il pensait que c'était une erreur. Elle a rappelé. Il a décroché. Il a dit qu'il y a eu un long silence des deux côtés. Puis elle a dit, « Théo, je suis désolé. Je suis désolé depuis très longtemps. » Il a dit, « Je sais. » Dans les mois de lettres qu'il ne m'a jamais envoyées, il y a 43 pages. Je les ai lues depuis, toutes dans l'ordre. Ce ne sont pas des lettres dramatiques. Elles ne plaident pas, n'accusent pas, ne mettent pas en scène. Elles parlent de choses ordinaires. Une bonne journée sur le chantier, un orage, une chanson à la radio qui lui a fait penser à moi. Elles disent des choses comme « J'espère que tu as un professeur qui te fait te sentir intelligente. » Et « J'espère que quelqu'un t'a appris à bien faire du vélo parce que je t'avais presque appris avant que tout ne change. » La dernière était datée de mars 2026. Elle disait « J'ai entendu dire que tu te mariais. Je suis si content. J'espère qu'il est quelqu'un qui te voit clairement. Je serai là si je peux. Je ne demanderai rien. Je veux juste voir ton visage une dernière fois. » J'ai trouvé cette lettre en avril dans la salle de bal dans la poche intérieure d'un homme que je ne connaissais pas encore. La semaine précédant le mariage, j'ai rêvé d'un homme dont je ne voyais pas clairement le visage. Il construisait quelque chose dans un atelier. J'entendais le bruit, le rythme régulier. Et quand je me suis réveillé à 4 heures du matin, je suis resté très immobile et j'ai écouté Benoît respirer et j'ai essayé de me souvenir si j'avais déjà eu l'impression d'appartenir complètement à quelque part. La réponse était oui, Benoît. Notre appartement, les soins intensifs un mardi soir quand tout était sous contrôle et qu'on sentait tout le service respirer ensemble. Pas ma maison d'enfance, jamais vraiment là. Je me suis levé et me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la ville. Elle continue toujours. Et j'ai ressenti, sous la nervosité de la veille du mariage, quelque chose d'autre. Quelque chose que je ne pouvais décrire que comme de l'anticipation. Je renifle. Pas le genre anxieux, le genre qui signifie que quelque chose de réel arrive et que votre corps le sait avant votre esprit. Je ne savais pas à quel point j'avais raison. Benoît s'est levé tôt ce matin-là. Nous avions convenu de rester séparés avant la cérémonie. Superstition surtout, pour la tranquillité d'esprit de ma mère. Il m'a embrassé à la porte de la chambre voisine à 7 heures et a tenu mon visage entre ses mains un instant, de la manière particulière qu'il a quand il veut que j'entende ce qu'il dit. « Je t'aime », a-t-il dit. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je t'aime. » D'accord. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui », ai-je répété. C'est une formulation très spécifique. Victorine, je plaisante. Je t'aime aussi. Il m'a embrassé sur le front et est sorti, et je suis resté là avec un sentiment dans l'estomac qui n'était pas entièrement lié à l'excitation. Diane est arrivée à 8 heures avec du café et le genre de calme que seules les meilleures personnes apportent au matin à forts enjeux. Elle m'a aidé à enfiler ma robe, à réparer le fermoir du collier de ma grand-mère que je n'arrivais jamais à gérer seule, et à parler tout le temps de choses agréables et sans importance. C'est une compétence, garder quelqu'un de niveau sans le faire se sentir géré. Elle l'avait. Ma mère est arrivée à 9 heures. Elle était déjà habillée, du bleu pâle qu'elle avait choisi des mois auparavant, et elle ressemblait à quelqu'un qui avait pris une décision et qui vivait dedans. Résolue, légèrement effrayée, plus présente que je ne l'avais vue depuis des années. Elle a aidé à arranger mon voile. Elle a lissé le tissu sur mes épaules avec les deux mains, comme elle le faisait pour redresser mon blazer d'école quand j'étais petite. C'était un geste si ordinaire que cela m'a presque anéanti. « Maman », ai-je dit. « Chut », a-t-elle dit très doucement. « Laisse-moi juste faire ça. » Alors je l'ai laissé faire. De l'autre côté de la salle, dans un espace d'attente près de l'entrée de service, Théo Leclerc était assis sur une chaise pliante, dans son meilleur costume. Il l'avait acheté 2 semaines plus tôt. Il s'était rendu dans un grand magasin à Bordeaux un samedi matin et avait demandé à un jeune vendeur de l'aider à trouver quelque chose d'approprié pour un mariage. Le vendeur a demandé « Le mariage de qui ?» Il a marqué une longue pause avant de répondre « De ma fille », a-t-il dit. C'était la première fois qu'il utilisait ce mot à voix haute en 24 ans. Le costume était bleu marine.
Il avait une pochette. Il avait la photographie dans sa poche intérieure, pliée une fois le long d'un pli qui était là depuis des années, et les 43 lettres dans une enveloppe à l'intérieur de la veste aussi, trop épaisse pour être complètement plate, pressant contre sa poitrine de l'intérieur. Il était terrifié, non pas d'Armand, mais de moi, de la façon dont je réagirais, de savoir si je serais effrayé, ou en colère, ou dépassé, de savoir si sa vue ruinerait ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie. Il s'est assis sur la chaise pliante et a respiré et s'est rappelé qu'il n'était pas venu réclamer quoi que ce soit. Il était venu la voir. C'était tout. Il s'assoirait au fond. Il regarderait de loin. Et si elle avait besoin qu'il disparaisse, il disparaîtrait. C'était le plan. C'est Benoît qui avait changé le positionnement. La nuit précédente, il avait déplacé Théo du fond de la salle vers le couloir latéral, près de l'entrée principale, où le cortège nuptial devait se tenir. Il a dit à Théo d'attendre là, de sentir l'ambiance, et qu'il ne pensait pas que l'ambiance allait exiger de disparaître. Théo n'a pas entièrement compris cela à l'époque. Il l'a compris quand il a entendu la musique changer et a levé les yeux et a vu une mariée debout seule dans une embrasure de porte. La cérémonie devait avoir lieu à 14h. À 13h30, la suite nuptiale avait atteint son propre genre de chaos organisé. Diane gérait tout le monde avec un presse-papier qu'elle avait sorti de quelque part. Le fleuriste avait fait 3 allers-retours. Mon bouquet, des pivoines blanches, exactement comme je l'avais demandé, était posé dans un vase d'eau sur le rebord de la fenêtre. Et chaque fois que je le regardais, je ressentais une petite vague de joie nette qui n'avait rien à voir avec les mariages et tout à voir avec les fleurs étant simplement ce qu'elles sont. Ma mère était plus calme à ce moment-là. Elle avait pleuré plus tôt dans la salle de bain, la porte presque, mais pas entièrement fermée. Quand elle est revenue, son maquillage était parfait, son visage était composé, et elle m'a regardé avec une expression que je comprends maintenant comme étant de la culpabilité et de l'amour à parts égales, irrésoluble. Je pensais que c'était une émotion de mère le jour du mariage de sa fille. Je me suis trompé sur ce point, mais j'ai cessé de m'en vouloir. À 13h50, nous avons commencé la marche de la suite vers la zone de rassemblement, le large couloir juste devant les portes principales de la salle de bal où le cortège devait s'aligner dans l'ordre. La coordinatrice du lieu, une femme énergique nommée Clara, qui n'avait jamais, en 3 mois de planification, perdu son sang-froid, tenait une radio et un plan de table et comptait les têtes. Armand attendait dans le couloir, costume gris anthracite, les boutons de manchette que j'avais vus à chaque occasion formelle pendant 15 ans. Il a souri quand il m'a vu. Il a dit, « Tu es magnifique. » J'ai dit, « Merci. » Le cortège nuptial s'est arrangé dans l'ordre répété. Diane à l'avant, les demoiselles d'honneur par paire, la nièce de 5 ans de Benoît, la demoiselle d'honneur, complètement insouciante de l'ampleur de l'occasion. Armand et moi à l'arrière, attendant notre signal. La musique a changé à l'intérieur de la salle de bal. La procession a commencé. Un par un, le couloir s'est vidé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Armand et moi. Je me suis tourné pour prendre son bras. Il n'était pas là. Je me suis retourné et l'ai trouvé à 2 mètres dans le couloir, à côté de Chloé. Elle était apparue d'une porte latérale que je n'avais pas entendu s'ouvrir. Elle portait une robe pâle que je reconnaissais d'il y a des mois, et son visage avait la configuration qu'il prenait quand elle voulait que quelqu'un s'inquiète pour elle. Yeux légèrement trop grands, menton légèrement baissé. Elle tenait un petit bouquet, comme si elle s'était attendue depuis le début à faire partie de la procession. La main d'Armand était sur son dos. Il lui parlait doucement, et tandis que je regardais, il lui a offert son bras. Elle l'a pris. Ils se sont tous les deux tournés vers les portes. Ma mère était à mon épaule, sa main serrée autour de mon poignet. Elle traverse une rupture, a-t-elle dit à voix basse et tendue. Ne fais pas de scène, Victorine, s'il te plaît. J'ai regardé la main de ma mère sur mon poignet. J'ai regardé Chloé, prenant ma place au bras de mon père. J'ai regardé les portes devant nous et le moment qui continuait sans moi. 31 ans de pratique à cela. 31 ans d'absorption sans se briser, de choix de la voie la moins perturbatrice, de décision que le coût de la bataille était plus élevé que le coût de la blessure. Je suis resté très immobile. Armand et Chloé sont passés par les portes. Ma mère a relâché mon poignet et a suivi, et j'étais seul dans le couloir dans ma robe de mariée avec mon bouquet de pivoine blanche, et la musique jouait toujours. Et quelque part devant moi, à 15 mètres, mon mari se tenait à un autel, ne sachant pas ce qui venait de se passer.
C'est alors que l'homme s'est avancé. Il venait du côté du couloir, en retrait juste assez pour que je ne l'ai pas remarqué pendant la précipitation de la procession. Il avait une 60aine d'années, costume bleu marine, pochette, yeux calmes, une expression que je ne pouvais nommer sinon pour dire que ce n'était pas de la pitié. Il s'est avancé et m'a offert son bras. Il ne s'est pas expliqué. Il n'a pas parlé. Il a juste offert son bras tranquillement et a attendu. Comme s'il avait pratiqué la patience pendant très longtemps et en avait assez pour tout ce dont j'avais besoin. Je l'ai regardé. Je ne savais pas qui il était, mais j'ai pris son bras et nous sommes entrés ensemble. Les portes se sont ouvertes. Je ne sais pas ce que les invités ont vu en premier, la mariée qu'ils attendaient arrivant enfin, ou l'homme inconnu à ses côtés. Je sais ce que j'ai entendu. La qualité particulière de la surprise qui traverse une foule avant d'avoir le temps de devenir un son. L'inspiration collective qui se propage de l'avant à l'arrière. Puis nous étions dans la lumière et la pièce était pleine et tous ces visages étaient tournés vers nous. Et je faisais ce que j'avais passé ma vie à apprendre à faire. Avancer, rester droite, ne pas laisser transparaître l'intérieur. Je n'ai pas quitté Benoît des yeux. Il était à l'autel, à 15 mètres devant. Il m'a vu entrer, et son visage, que je connais dans toutes ses expressions, a fait quelque chose que je n'avais jamais tout à fait vu auparavant. Ses yeux sont passés de moi à l'homme à mon bras. Et puis quelque chose en lui s'est posé, est devenu calme et certain, et indéniablement soulagé. Il savait que c'était juste. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais en sécurité. 4 pas dans l'allée, Armand s'est retourné. Il se tenait près du premier rang avec Chloé, l'ayant accompagné à sa place, et s'était attardé à proximité. Je ne sais pas ce qui l'a fait se retourner à cet instant précis. Le changement d'attention, un instinct, le réflexe spécifique qui se développe chez un homme qui a passé 24 ans à guetter exactement ce genre de perturbation. Il s'est retourné. Il a vu l'homme à mon bras. La couleur a complètement quitté son visage, pas progressivement, tout d'un coup. J'ai travaillé assez longtemps en médecine d'urgence pour reconnaître un choc physiologique. Et ce que j'ai vu sur le visage d'Armand à ce moment-là était un homme dont le système venait de recevoir quelque chose qu'il n'avait pas de cadre pour traiter. Il a prononcé le nom de Théo, pas fort, mais dans le calme de cette pièce, qui était devenue très silencieuse, comme les foules deviennent silencieuses quand elles comprennent que quelque chose d'important se passe sans encore avoir les informations pour l'expliquer. Je l'ai entendu à 3 mètres de distance. Armand, a dit Théo, c'était tout, juste le nom sur un ton mesuré. Le ton d'un homme qui a répété toutes les versions possibles de ce moment et a choisi la version qui exige le moins de tout le monde. Armand a fait un pas en avant. Que faites-vous ici? Pas une question. J'accompagne ma fille jusqu'à l'hôtel, a dit Théo en 7 mots. La pièce les a traités par couches. D'abord les gens des premiers rangs qui pouvaient entendre clairement, puis une onde s'est propagée à mesure que la phrase passait par des chuchotements, de personne à personne, jusqu'à atteindre l'arrière. J'ai regardé cela se produire. J'ai regardé la compréhension se propager à travers 400 personnes comme le temps traverse un champ. Ma mère était au 3e rang. Je l'ai vue porter sa main à sa bouche. Chloé était à côté d'elle avec l'air particulier de quelqu'un qui a été véritablement pris au dépourvu. Quoi qu'elle ait su de l'histoire de notre famille, cela n'incluait pas cela. Vous n'avez aucun droit d'être ici, a dit Armand. Sa voix était plus forte maintenant. Le calme commençait à montrer ses failles. J'ai tous les droits, a dit Théo avec la même assurance. C'est ma fille. C'est ici que je devrais vous dire ce que je ressentais dans mon corps, marchant dans une allée avec un homme que je ne connaissais pas, regardant mon père s'effondrer devant 400 personnes. Mais la réponse honnête est pas grand-chose, pas encore. Je passe en mode urgence, hyper attentive, hyper fonctionnelle. Les sentiments fonctionnent sur une voie séparée de l'action. Ils viendraient plus tard. À ce moment-là, j'étais simplement présente. Nous avons atteint l'hôtel. Benoît est descendu pour me rencontrer. Il m'a pris la main libre. Il a regardé Théo et Théo l'a regardé et quelque chose s'est passé entre eux dont je n'avais pas encore le contexte. Benoît a dit doucement, merci. Théo a hoché la tête. Il m'a tendu son autre main, et j'ai placé la mienne dans la sienne brièvement, juste un instant. Et puis Benoît tenait les 2 miennes, et Théo a reculé. Armand n'avait pas fini. Il a traversé l'avant de la pièce en 4 grandes enjambées, ignorant l'officiant, ignorant les invités,
ignorant toute gravité sociale qui maintient les gens à leur place lors d'une cérémonie de mariage. Il s'est arrêté à 2 mètres de Théo. « Vous devez partir », a-t-il dit. Armand, la voix de ma mère depuis le 3e rang. Un avertissement. Armand ne l'a pas regardé. « Vous n'avez aucune autorité légale. Vous n'avez aucune revendication ici. Vous avez été retiré de cette famille par un tribunal et vous devez. » Armand, la voix de ma mère à nouveau. Plus fort. Et elle se tenait debout. Patricia Duval ne levait pas la voix en public, en règle générale. Les gens dans cette pièce qui la connaissaient l'ont immédiatement remarqué. Armand s'est retourné. Elle se tenait au 3e rang dans sa robe bleu pâle, et elle a regardé son mari avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage en 31 ans. L'expression d'une femme qui a décidé définitivement et sans appel qu'elle en a fini. « Asseyez-vous », a-t-elle dit. Il l'a fixé. J'ai dit « Asseyez-vous, Armand. C'est fini. » La phrase a atterri dans cette pièce comme une pierre dans l'eau. L'onde a atteint les murs du fond. « Vous ne savez pas ce que vous faites », a-t-il dit. Le ton de sa voix, la pression derrière, était quelque chose que je reconnaissais de l'enfance. Le ton qui remplissait autrefois une maison entière d'une certaine qualité de silence. Ça n'a pas marché cette fois. Je sais exactement ce que je fais, a dit ma mère. J'aurais dû le faire il y a 20 ans. Elle a pris une inspiration. Ses mains étaient croisées devant elle, parfaitement immobiles. En 2002, a-t-elle dit, Armand a fait en sorte que 2 témoins fournissent de faux témoignages lors de l'audience de garde de Théo. Ils ont été payés. Le témoignage a été fabriqué. Théo Leclerc n'a pas abandonné sa fille. Il n'était pas instable. Il ne buvait pas. C'était un père qui a été délibérément retiré de la vie de son enfant afin qu'Armand puisse contrôler cette famille sans inconvénient. La pièce était absolument silencieuse. Je l'ai découvert en 2006. Armand me l'a dit lui-même. Il pensait que je verrais ça comme lui nous protégeant. Elle a marqué une pause. J'ai vécu avec ça depuis. Je ne suis plus disposé à le faire. Le visage d'Armand a traversé une séquence. Choc, calcul, et puis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. Non pas de la foule. Non pas de Théo, mais de ma mère, debout au 3e rang, ayant posé quelque chose qu'elle portait depuis 20 ans, et n'ayant aucune intention de le reprendre. Patricia, a-t-il commencé. Non, a-t-elle dit. Certains mots agissent comme un point à la fin d'une phrase. Celui-là l'a fait. Un long silence a tenu la pièce. Puis, de quelque part vers le milieu, quelqu'un a commencé à applaudir lentement. Une fois, puis à nouveau, le son s'est répandu comme les sons se répandent dans une pièce quand la pièce a décidé quelque chose collectivement, jusqu'à ce que ce soit une salle de bal pleine de gens répondant à une femme qui avait dit la vérité en public pour la première fois en 2 décennies. Armand est resté très immobile. Il a regardé Théo. Il a regardé ma mère. Il m'a regardé. J'étais à l'hôtel, tenant les mains de Benoît et le regardant avec une expression que je ne peux pas décrire pleinement, sauf pour dire que ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus ancien que la colère. Quelque chose qui attendait depuis très longtemps d'être autorisé à exister. Je n'ai rien dit. Je n'avais rien à dire. L'officiant m'a regardé, puis Benoît, puis la pièce, avec l'expression d'un homme qui a officié de nombreux mariages et qui opère maintenant sans carte. Il s'est raclé la gorge. Je me suis retourné pour faire face à mon mari. Devrions-nous continuer, ai-je demandé. Benoît m'a regardé comme si j'étais la chose la plus claire qu'il ait jamais vue. Oui, a-t-il dit. Marions-nous. Nous nous sommes mariés là, dans cette salle de bal, avec 400 personnes qui avaient été témoins de quelque chose d'inattendu. Nous nous sommes tenus à l'autel et avons prononcé nos vœux. L'officiant nous a guidés à travers chaque mot, calmement et sans hâte, comme si les 15 minutes précédentes n'avaient fait que partie de la cérémonie. Elle l'était, je suppose, mais pas la partie que quiconque avait prévue. Je ne me souviens pas de mes vœux dans l'ordre. Je me souviens de la sensation qu'il procurait, du poids de vouloir dire chaque mot complètement, de la qualité légèrement surréaliste de prononcer les mots les plus importants de ma vie alors que l'air dans la pièce vibrait encore de tout ce qui les avait précédés. Benoît a pleuré, pas de manière dramatique. Ses yeux se sont remplis et une larme s'est échappée, qu'il a essuyée du revers de la main sans s'excuser. Je n'ai pas pleuré.
Pas encore. Pas complètement. Je pense que cela se ferait encore un chemin en moi. Quand l'officiant a dit, vous pouvez embrasser votre marié. Et nous nous sommes embrassés. La pièce a repris vie. Les applaudissements avaient une texture. Pas seulement une célébration polie, mais un soulagement. 400 personnes avaient été témoins de quelque chose d'injuste, puis l'avaient vue interrompue, et elles libéraient la tension à travers leurs mains. Pendant la procession de sortie, j'ai croisé Théo au bord de l'allée. Il s'était reculé après l'autel, se tenant légèrement sur le côté, pas tout à fait dans la foule, pas tout à fait à l'écart, exactement là où il avait toujours été, pensais-je. Plus tard, assez près pour être présent, assez loin pour ne rien exiger. Je me suis arrêté. Benoît s'est arrêté avec moi. Théo m'a regardé et n'a rien dit parce qu'il y avait trop à dire et qu'il savait apparemment depuis 24 ans que j'étais quelqu'un que l'on ne bouscule pas. J'ai dit, tu as construit mon lit de bébé à partir d'un kit. Son visage a fait quelque chose que je porterai longtemps avec moi. Ça m'a pris tout le week-end, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas plus de mots que ça. Mais j'ai tendu la main et il l'a prise. Et nous sommes restés comme ça un instant pendant que la musique de procession jouait et que les invités défilaient devant nous. Et j'ai senti quelque chose se déplacer dans ma poitrine. Quelque chose qui faisait mal et qui était aussi un soulagement indéniable. Armand est parti pendant le cortège de sortie. Je ne l'ai pas vu partir. 3 personnes distinctes m'ont dit par la suite qu'il était sorti par une porte latérale pendant que Benoît et moi nous embrassions à l'hôtel, et que ma tante Béatrice, qui le connaissait depuis 20 ans et ne l'avait jamais particulièrement aimé, avait commencé à l'applaudir lentement alors qu'il partait, ce qu'il n'a pas reconnu. Il est rentré chez lui en voiture. Ma mère n'est pas partie avec lui. Elle est restée à la réception pendant 3 heures. Elle m'a tenu la main 2 fois. Elle a passé 45 minutes dans un coin près du bar à parler avec Théo, et je les ai regardés de l'autre côté de la pièce sans pouvoir rien entendre. J'ai ressenti quelque chose d'étrange, de triste et de nécessaire à la vue de cela. Pendant le cocktail, Benoît s'est assis avec moi dans une petite pièce tranquille et m'a tout raconté, l'affaire qu'il avait trouvée, l'affidavit, sa rencontre autour d'un café avec Théo en mars. Il l'a dit simplement, sans se défendre, et quand il a eu fini, il a dit « J'aurais dû te le dire plus tôt. » Je le sais. Je suis resté un instant. Tu essayais de me protéger, ai-je dit. Oui, a-t-il dit. Ce dont tu n'avais pas besoin. Non, ai-je dit, je n'en avais pas besoin. Il a accepté cela sans détour. C'est l'une des choses que j'aime le plus chez lui. Il ne discute pas les vérités. L'affaire est toujours ouverte. Il a dit que cela pourrait prendre encore 1 an avant que quoi que ce soit ne soit formellement statué, mais le dossier est fissuré et l'affidavit est déposé. Que veut Théo de tout cela? Être votre père, a dit Benoît. Quoi que cela signifie à 31 ans avec toutes ces années entre-temps. Il n'est pas intéressé par une bataille juridique. Il veut juste être autorisé à exister dans votre vie si vous le voulez. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce où Théo se tenait, toujours dans son costume bleu marine, tenant un verre d'eau et parlant avec le père de Benoît, qui avait l'air d'un homme qui avait évalué la situation et décidé que Théo Leclerc était une personne qui valait la peine d'être connue. J'ai étudié le visage de Théo. C'était mon visage d'une certaine manière structurelle. La mâchoire, quelque chose autour des yeux. Je l'avais remarqué lorsque nous descendions l'allée et j'avais ensuite essayé de ne pas y penser parce que j'avais une cérémonie à mener à bien. J'y ai pensé maintenant. D'accord, ai-je dit. D'accord, tu le veux, a demandé Benoît. D'accord, ai-je dit à nouveau. Nous allons trouver une solution. Vers la fin de la réception, Théo m'a retrouvé à ma table, entre 2 danses. Il s'est assis à côté de moi et a fouillé dans sa poche intérieure et a posé une enveloppe sur la table entre nous. Je t'ai écrit, a-t-il dit, chaque année pendant un certain temps. Je sais que tu ne les as jamais reçus, mais j'ai gardé les copies. J'ai regardé l'enveloppe, épaisse, usée au coin. Puis-je les lire, ai-je demandé. Elles sont pour toi, a-t-il dit. C'est pourquoi je les ai apportées. Si cette histoire vous a touché, si vous avez passé des années au sein d'une famille qui appelait gestion l'amour, je veux que vous le disiez dans les commentaires. Vous n'avez pas à l'expliquer. Sachez simplement que nommer ce qui vous est arrivé n'est pas la même chose que de vous blâmer de ne pas l'avoir vu plus tôt. Certains d'entre nous apprennent la différence tardivement. Tarder est toujours permis.
Je n'ai pas ouvert l'enveloppe à table. Je l'ai mise dans mon sac et l'ai emportée à l'hôtel cette nuit-là et j'ai lu chaque lettre dans la salle de bain à 2 heures du matin pendant que Benoît dormait dans la pièce d'à côté. Toutes les 43, dans l'ordre. 2 semaines après le mariage, l'avocat d'Armand a contacté Benoît concernant l'affidavit en attente. Le langage était prudent, le ton mesuré, mais l'intention était claire. Armand voulait discuter d'une résolution qui n'impliquait pas un réexamen formel des procédures de 2002. Benoît a dit qu'il n'y avait rien à discuter. L'affidavit était au dossier. Le tribunal de la famille s'en chargerait. Armand, nous avons appris, a consulté 3 autres avocats dans les semaines qui ont suivi. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont dit. Je sais ce qu'il n'a pas fait. Il ne m'a pas appelé. Il n'a pas envoyé de message, de lettre ou de mot du tout. Il était sorti par une porte latérale pendant mon cortège de sortie. Il n'avait pas regardé en arrière. Pour la première fois de ma vie, moi non plus. Ce n'est pas la fin exactement. C'est la fin de l'événement. Le reste est plus lent. Théo et moi avons dîné 4 fois depuis le mariage. Nous n'avons pas encore les mots pour ce que nous sommes l'un pour l'autre. Le mot père se trouve entre nous comme un objet que ni l'un ni l'autre ne sait trop comment prendre. Alors nous utilisons d'autres mots. Nous utilisons les prénoms. Nous disons des choses comme « j'aimerais te revoir » et « je t'enverrai un message quand je serai à Bordeaux ». Et nous le pensons. Lors de notre 2e dîner, il m'a emmené devant l'immeuble où il vivait quand je suis né. Il n'y vit plus, mais nous sommes passés devant et il a désigné une fenêtre au 2e étage. C'était le salon, a-t-il dit. Tu t'asseyais dans un rayon de soleil sur le sol et tu essayais de manger des livres. J'ai ri longtemps de cela. Cela ressemblait d'une manière tranquille à me souvenir de quelque chose que je n'avais jamais réellement su. Ma mère et Armand se sont séparés en juin. Elle reste chez sa sœur à Nice pendant qu'elle réfléchit à la suite. Elle m'appelle 2 fois par semaine maintenant. Nos conversations sont différentes, moins prudentes, plus honnêtes. Nous apprenons lentement à nous parler sans l'architecture du vieux secret entre nous. Ce n'est pas facile. Je ne pense pas que ce soit censé l'être. Chloé m'a appelé 2 fois. Je n'ai pas encore rappelé. Je le ferai un jour. Elle a été utilisée par son père d'une manière qu'elle n'a pas choisie ou pleinement comprise. Et ce n'est pas de sa faute. Mais j'ai besoin de temps. Et le temps, j'ai décidé, est quelque chose que je suis autorisé à prendre. Benoît et moi allons bien. Plus que bien. Nous sommes dans le bonheur calme et particulier de 2 personnes qui ont traversé quelque chose ensemble et en sont sorties en se connaissant plus complètement. Le premier matin de notre mariage, je lui ai parlé des lettres, de celle de 2008, de la phrase qui disait « Être aimé n'est pas la même chose qu'être géré ». J'espère que quelqu'un te l'a dit. Benoît est resté silencieux un instant. Puis il a dit qu'il savait qui tu étais avant de devoir te connaître. Oui, il le savait. J'ai passé 31 ans au sein d'une famille où j'étais géré par des gens qui appelaient ça de l'amour. J'ai passé le jour de mon mariage à découvrir à quoi ressemblait la différence.